C'est d'abord un refus du pouvoir, un refus des pouvoirs, qui sont souvent des abus de pouvoir. C'est une aspiration à une société sans chef, sans petit chef, où les gens parviennent à s'administrer eux-mêmes sans déléguer toujours leurs responsabilités aux autres. C'est aussi, oui. Parce que ça c'est la première chose, c'est tout ce qui concerne l'autorité, mais c'est aussi une aspiration à la justice, parce que je crois qu'on vit dans une société où l'économie est cannibale et où les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres, et que on a encore une aspiration pour que ça change, pour arriver à une société où l'économie soit au service de l'homme et pas le contraire. Vous êtes issu de quel milieu social? Un milieu social tout à fait banal, un peu comme tout le monde, pas particulièrement... Vous étiez en révolte contre votre milieu? Pas contre mon milieu, disons que la première révolte, je l'ai vécue dans ma première confrontation avec l'autorité, c'est à l'école, oui. À l'école, j'étais en révolte contre des gestes absurdes et un pouvoir parfois excessif et totalement absurde de certains professeurs qui, parce qu'ils étaient professeurs, s'imaginaient avoir droit de vie ou de mort à peu près, ou à peu près sur les gens. Alors, un de vos premiers combats, oui. C'était il y a près de 25 ans, c'était en fait... presque la première radio libre qui était tout à fait clandestine à l'époque. Oui, on a démarré les radios libres à la fin des années 70, toujours avec cette même aspiration, c'est-à-dire d'un côté cette révolte contre le fait que la radio à ce moment-là, c'était uniquement l'État qui pouvait l'utiliser, que les gens étaient privés, qu'il y avait un monopole d'État. On ne trouvait pas ça normal. On trouvait que les gens aussi, les citoyens, les individus, les êtres humains qui habitent dans ce pays pouvaient aussi utiliser ce moyen de communication, que ce n'était pas simplement réservé à l'État. Alors on s'est organisé comme d'autres, pour se donner les moyens. Le premier combat, c'était quoi? Les radios libres. Oui. La première sur un combat précis? Oui, c'était à Couvin, donc il y avait un collectif, un comité d'habitants qui luttait contre la construction d'un barrage sur l'eau Noire, une rivière là-bas, et ils cherchaient un moyen d'action qui porte leurs paroles et leurs messages plus forts, plus loin dans les médias. Et on s'est dit, la radio, à ce moment-là, ça peut être un bon outil, on va leur donner un coup de main. Je crois que le thème du débat ce soir, c'est la provocation, mais la provocation, c'est souvent en rapport avec une autorité. Et c'est la capacité de pouvoir mettre en mouvement des outils qui relèvent de l'humour le plus souvent possible, mais qui essaye de bouger, de faire réfléchir les gens. Alors vous avez créé les choses. Vous avez créé l'imprimerie du 22 mars, oui. Qui sort un mensuel. Oui, le journal Alternative Libertaire. Bon, Alternative Libertaire, oui. C'est lu par combien de personnes ça? Alternative Libertaire, on en tire quelques milliers tous les mois et on tourne autour de 1500 abonnés. Alors si j'ai bien compris le message, oui. C'est le message d'un gouvernement par le peuple, pour le peuple, et parce que j'ai noté, c'est pas très facile à retenir, et sans intermédiaire. Est-ce que 30 ans après mai 68, est-ce que c'est pas devenu assez ringard, ça, comme discours? Est-ce que ça tient encore la route? Je pense pas que ce soit ringard. Je crois que le projet libertaire est un projet d'avenir. Je crois pas que la révolte par rapport à la situation sociale dans laquelle on vit, dans une période de crise où les inégalités ne font que s'accentuer, ce soit ringard. Pour le moment, les ouvriers de l'usine Volkswagen sont en grève à Forêt. Je crois pas qui trouvent que la grève soit un moyen de lutte ringard. J'ai un ami qui s'est suicidé la semaine dernière en se jetant nu du haut de l'hôtel des finances de la ville de Hatt, Thierry Meul. Eh bien, je ne pense pas que ce soit ringard de se jeter nu de cet endroit-là. Je ne crois pas que la provocation ce soit de faire ça, alors que je crois que la provocation, elle est plutôt de l'autre côté. Elle est dans ceux qui ont dépensé des dizaines de millions pour construire cet hôtel des finances, alors qu'il y a des tonnes de gens qui n'ont toujours pas de toit pour se loger. Est-ce que vous avez été tenté déjà de recourir au terrorisme? Non, le terrorisme, c'est pas notre truc. Le terrorisme, c'est essayer de se substituer aux gens et faire le boulot à leur place. À l'époque, vous avez soutenu les CCC? Non, mais nous, au niveau de l'idéologie. Il faut pas mélanger systématiquement quand on parle de libertaire, on parle de terrorisme, ça n'a rien à voir. Nous, on veut pas faire le boulot des gens à leur place. Nous, on aspire à un mouvement social, à une société où les gens se prennent eux-mêmes en charge, c'est-à-dire soient capables de gérer leur vie, d'administrer les choses autour d'eux. Le terrorisme, c'est exactement le contraire. C'est Robin des Bois qui se bat à la place des gens. Alors, vous revendiquez l'appellation de provocateur. Vos cibles préférées, c'est quoi? Mais non, on n'est pas des provocateurs. On recourt à la provocation comme un moyen d'action sociale.
C'est-à-dire... Vous avez des cibles tout de même. Mais oui, on a des cibles. Mais dans une société qui est bétonnée par une espèce de consensus mou, vous en parliez dans votre présentation, où dès qu'on sort un petit peu de ce consensus mou, dès qu'on a un discours un petit peu dissident, on est mis sur le côté. Sauf ce soir où on a la parole, mais c'est pas souvent. Si mal. S'il vous plaît. Je dis c'est pas si mal. Mais oui, mais je dis c'est pas souvent. Alors vos cibles préférées, c'est quoi? Mais nos cibles préférées, c'est tout ce qui tous les jours fait qu'en regardant le journal télévisé, on se met à hurler. C'est tout ce qui fait que on ne supporte plus les injustices, enfin le poids de tout ce qu'on est obligé de subir dans cette société. Je parlais de mon copain qui s'est suicidé tout à l'heure. Lui, les plombs sautaient. À un moment, il a dit c'est terminé, j'en peux plus. Et il a fait un geste précis en se jetant dans un endroit précis d'une certaine manière. Moi, j'en suis pas là, je n'ai pas de logique suicidaire, mais si on utilise la provocation, c'est pour essayer de faire réfléchir les gens. C'est pour essayer de faire en sorte que des petits mécanismes se mettent en route pour faire avancer le chemin. Alors, je voudrais qu'on prenne un exemple de provocation, oui, qui est l'affiche que vous avez faite pour vous opposer à l'avenue du Pape, quand il était question qu'il vienne en Belgique. Je voudrais d'ailleurs qu'on remontre cette affiche, le voilà, contre le sida, la capote, pas la calotte. Alors, comment est-ce que cette affiche s'est montée et une provocation réussie, c'est quoi pour vous? Vous avez atteint votre but là? Là, ça fait réagir déjà, j'imagine. Voilà, mais la provocation de l'un n'est pas la provocation de l'autre. À partir du moment où on a appris, comme tout le monde, les positions du pape sur l'interdiction de l'utilisation du préservatif alors qu'il y a une campagne, qu'il y a une épidémie de sida, qui ravage, qui est en train de ravager, notamment dans le tiers-monde, où la parole du pape est particulièrement entendue, eh bien, nous, on a dit ça, c'est une provocation. Quand le pape prend des positions pareilles, c'est une provocation. Donc, nous allons réagir. Comment est-ce qu'on va réagir? En essayant d'interpeller les gens de façon... Ça a marché, cette provoque-là? Ça a tout à fait marché à partir du moment où nous, petits groupes minuscules, quelques individus, on a réussi à faire bouger l'annonciature apostolique, puisque l'annonciature apostolique a déposé plainte contre nous. C'était votre victoire, ça, en quelque sorte? Non, c'était pas notre victoire. C'était cette capacité qu'on peut avoir avec un minimum d'humour et parfois un petit peu d'intelligence de gratter là où ça fait mal, jusqu'à ce que le mammouth qu'on a en face de nous, l'institution qu'on a en face de nous, se retourne et regarde la puce que nous sommes et nous montre du doigt en essayant de nous écraser. Pas de nous écraser parce qu'on est violent, pas de nous écraser parce que notre parole dérange. Et à partir de ce moment-là, c'est sûr que l'annonciature apostolique nous a donné une légitimité et que la provocation, si vous voulez vous cantonner à ce terme-là, a parfaitement réussi, puisque tout le monde voulait l'affiche qui était interdite. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Alors, est-ce que vous les élevez pour qu'ils deviennent des anarchistes comme vous, plus tard ou pas? Mais non, le but, il n'y a pas d'église. Je veux dire, le mouvement libertaire ou l'aspiration ou le projet libertaire, c'est pas une église, c'est pas un parti, c'est essayer de réfléchir par soi-même, c'est essayer de faire en sorte que les individus sortent des carcans, des préjugés et des moules préétablis pour réfléchir par eux-mêmes. Donc je ne vais pas faire avec mes enfants le contraire de ce que je veux. Moi, mon aspiration, c'est que mes enfants soient capables de réfléchir par eux-mêmes, de se construire et de se battre contre ce qui pour eux est intolérable, contre un système qui me paraît trop souvent cannibale. Merci Baba pour ce témoignage. Alors, notre troisième témoin de la soirée, c'est sans doute un des hommes les plus contestés du moment. Monsieur Oliviero Toscani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le photographe de Benetton. Vous êtes ici... Le photographe Benetton, je suis photographe Oliviero Toscani. Vous êtes le photographe Oliviero Toscani, mais on en parlera tout à l'heure parce que ça fait partie du débat. Effectivement, on se pose la question de savoir si vous roulez pour vous-même ou si vous roulez pour Benetton. Vous êtes en train de me dire que vous roulez pour vous-même. Vous partez déjà en me disant que je suis le photographe de Benetton, vous faites un préjudice. Je peux vous poser une question. Vos parents faisaient quoi? Mon père était photographe, journaliste. Ma mère travaillait. Oui. Vous avez une enfance heureuse ou une enfance difficile? Je suis un homme très privilégié et très heureux. Alors comment ça se fait que vous êtes à la fois un révolté ou qu'il y a une série de choses qui vous révoltent? Peut-être à cause de ça, parce que je vois... C'est pas évident, parce que quand on a toujours été dans un milieu favorable, on a une belle enfance... Non, mais je ne sais pas si j'ai eu la chance ou la malchance d'être pas né dans une minorité. Parce que peut-être si j'étais une minorité, peut-être à ce moment-là où je serais en prison, je serais mort. Alors ma chance, c'est que j'étais une famille normale. Qu'est-ce qui vous révolte? Ça me révolte, je ne suis pas révolté du tout. Qu'est-ce qui vous révolte dans le monde? C'est pas que je me révolte. Je suis photographe et je regarde. Et j'ai le droit à juger.
de ma façon, de ce que je vois. Vous regardez quand vous photographiez ou bien vous jugez? Mais vous savez, faites les deux. Il n'y a pas d'objectivité, mais pas dans la photo. Il n'y a pas d'objectivité, il faut être subjectif. Donc ça veut dire que quand vous montrez quelque chose, c'est pas simplement un regard, mais que vous portez un jugement. Mais tout le monde fait ça, François, tout le monde fait ça. Je crois qu'il n'y a pas d'objectivité. Même pas un objectif d'une caméra, c'est objectif. Alors ce qu'on vous reproche souvent, mais on y reviendra tout à l'heure dans le débat, c'est que le message de vos photos, j'imagine que vous préférez qu'on dise photo et pas publicité, sinon vous allez de nouveau vous fâcher. Pour moi, ce sont des photos. Pour vous, ce sont des photos. Oui, pour Benetton, vous, ce sont de la publicité. Non, pour moi pas. Pour Benetton, ce sont des publicités, si vous permettez. Non, pas pour Benetton, pour vous, pour le public. Pour le public. Oui. Alors, ce qu'on reproche souvent, c'est le message équivoque de vos photos. Il y a plusieurs lectures. C'est fait exprès, ça? Mais c'est pas le... vous savez, je ne crois pas qu'une image peut être équivoque. Je crois que la lecture peut être équivoque. Il y a des gens qui lisent seulement dans leurs limites. Et je comprends qu'il y a des limites.